Bonjour à tous, bienvenue sur Franc Parler, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche, donc j'espère, Monsieur Federbush, que vous ne l'aurez pas. Nous accueillons aujourd'hui donc Serge Federbush, écrivain, ex-blogueur, homme politique, candidat à la mairie de Paris à plusieurs reprises, on y reviendra. Bonsoir Serge Federbush. Bonsoir. Donc, À une seule reprise pour la mairie de Paris, mais bon, c'est déjà pas mal. Avant, j'étais élu parisien, vous étiez élu parisien. où j'ai été candidat dans les arrondissements, mais pour la mairie, à une seule reprise. Oui, vous avez dirigé la liste qu'une seule fois. Oui. Donc on va opérer en trois parties. Je vais commencer par vous interroger un peu sur votre passé politique justement. Donc on va venir à la question parisienne qui a, je pense, qui a une place particulière dans votre esprit. Alors une petite question d'abord d'introduction. J'ai cru comprendre que vous étiez issu d'une famille communiste, enfin de tradition communiste, Ouais. et j'étais curieux de savoir si ça avait encore aujourd'hui sur Serge Federbush. Donc vous êtes né en 1960, donc 65 ans après votre naissance. Est-ce que ça a encore une importance particulière, disons, dans la formation de votre pensée, dans vos orientations politiques? C'était non seulement une famille communiste, mais une famille assez pauvre, hein, autant dire les choses comme elles sont. Mon père était un humble artisan du Faubourg Saint-Antoine, ma mère était ouvrière. Et donc, je dirais, l'environnement socio-économique était aussi important, était déterminant quand même dans l'engagement politique. Mais c'était assez particulier parce que ce qui caractérisait mon père en particulier, qui lui était celui qui s'était engagé un peu à gauche assez durement, enfin de manière assez vigoureuse en particulier, de la résistance, parce qu'il était nettement plus âgé que moi. Il était né en 1911, donc il avait vécu le Front populaire, justement la résistance, l'occupation. Ils avaient été traqués, donc il avait vécu tout ça difficilement. Mes grands-parents ont été tués, hein, ma tante et mon oncle ont été tués aussi. Enfin, donc ça a été une famille qui a été meurtrie. Et bien, c'était un homme certes de gauche, marqué par ça, mais aussi ce qu'il avait avant tout, c'est une indépendance d'esprit, une capacité d'esprit critique. Et la gauche, à l'époque, ça a bien changé depuis, au moins pour une partie d'entre elles, c'était aussi l'esprit critique. C'était pas des gens qui étaient... le conformisme était quelque chose qu'ils refusaient, qu'ils n'aimaient pas. Aujourd'hui, ils ont sombré dans le conformisme, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. C'était pas le cas à l'époque. Et mon père, qui était d'origine hongroise, est parti en 1972 à Budapest. C'était la première fois qu'il revenait en fait, sur sa terre natale. Il était né en 1911, et donc ça faisait déjà, vous voyez, 60 ans, hein, il avait déjà plus de 60 ans. Il était parti assez jeune, à 13-14 ans, il se souvenait quand même un peu des choses, et puis il parlait encore la langue. Et quand il est revenu de la Hongrie, qui était à l'époque communiste, entre guillemets, donc ça faisait partie du bloc de l'Est, il a dit à ses copains, qui étaient tous de gauche, hein, des anciens de la guerre d'Espagne, c'est des choses auxquelles il avait participé, c'était pas la gauche de salon, hein, qu'on a en France aujourd'hui. C'était des gens qui s'étaient battus pour leurs idées. Et donc il a dit à ses camarades une chose, en quelques mots, ils sont foutus. Bon. Et alors c'était la consternation, hein, parce qu'en 72, évidemment, ce n'était pas le discours dominant. Moi, je me rappelle qu'à Sciences Po, dans la fin des années 70-80, les grands esprits nous racontaient que l'Union soviétique, c'était le Reich de Milan, quoi, que ça allait durer toujours. Bon. Même ceux qui étaient à l'Académie française, comme Carrère d'Ancos ou Quaoukès, eh bien, lui, humble ouvrier, est revenu en disant ils sont foutus. Alors les gens lui disaient mais Marcel, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu dingue, c'est quoi cette histoire? Et il leur a expliqué la chose suivante, qui est absolument, enfin moi je ne changerai pas un mot de ce qu'il leur a dit. Ils sont foutus car personne n'est incité à bosser. D'accord? C'était un ouvrier, un artisan. Et il avait compris une chose très importante, que l'articulation entre la microéconomie et la macroéconomie et une société où personne n'est incité à l'effort et au travail, d'accord, c'est une société qui s'effondre, c'est tout. Donc par-delà toutes les idéologies, par-delà tout le baratin, par-delà toute la phraséologie qu'on peut trouver, voilà. Et donc c'est ce pragmatisme ouvrier, d'une certaine manière, qui était déterminant. Et puis c'était quelqu'un, je vais vous dire, moi la gauche salonarde ou la gauche de la ville de Paris, les écolos, et c'est les gens qui se croient de gauche et qui en fait dominent la ville de Paris, ou les gens des partis de gauche aujourd'hui, ou partis socialistes, mais ce sont des minables, ce sont des rien du tout par rapport aux gens que j'ai connus, aux amis de mon père, hein, qui avaient fait la guerre d'Espagne, qui avaient été résistants, mais ils cracheraient sur ces gens-là. Bon,
Donc je pense que mon père, s'il était vivant, bon, il est mort il y a maintenant quelques décennies, ne serait absolument pas étonné de mon évolution politique, parce qu'elle correspondait simplement à la prise en compte du monde, de ce qu'il est réellement. Et moi, si j'ai évolué politiquement, c'est pour tout un tas de raisons, et en particulier parce On va y revenir. on y reviendra, voilà. Mais en tout cas, ça, vous voyez, pour vous situer le contexte, bon, la gauche d'aujourd'hui est celle qui avait fait la guerre d'Espagne ou qui avait été résistante, parce qu'il y en a eu, hein, il n'y a pas eu que les classiques du Parti communiste qui se sont transformés en résistants le jour où Staline leur a dit de le faire, hein, c'est-à-dire où Hitler a attaqué la Russie. Bon. Mais il y en avait qui l'étaient vraiment, et ben ces gens-là, ils cracheraient sur la gauche écologiste ou socialiste parisienne aujourd'hui, ou sur le Parti socialiste, sur les Forts et compagnie. Ce ne sont pas des gens de gauche, ce sont des gens de rien du tout, ce sont des petits clientélistes qui cultivent une clientèle électorale bon, qui a peu de rapport avec ce que furent autrefois les idéaux de la gauche. Vous avez évoqué justement votre évolution politique. Et vous venez de citer plusieurs noms aujourd'hui connus du Parti socialiste, enfin de l'actuel Parti socialiste. Et ça me permet, vous me fournissez une occasion de rebondir, puisque vous avez commencé votre vie, disons, militante, on va dire ça comme ça, au Parti socialiste. Vous avez été élu au Conseil de la Ville de Paris. Mais je n'étais pas sous l'étiquette socialiste. Vous nous en direz plus à ce moment-là. Mais en tout cas, vous étiez au Conseil de Paris lorsque Bertrand Delanoë était maire de la Ville de Paris. Et ensuite, donc disons 15 ans plus tard, donc en 2020, vous vous présentez tête de liste à la mairie de Paris avec le soutien du Rassemblement national. Donc pas sous les couleurs du Rassemblement national, il me semble, mais avec leur soutien. Oui. Avec leur soutien. Et donc effectivement, on peut être étonné de cette évolution. Comment vous êtes passé du Parti socialiste, ou du moins affilié au Parti socialiste, ou allié au Parti socialiste, à une alliance ou un soutien, un ralliement du Rassemblement national. Alors vous imaginez bien qu'on m'a posé très souvent la question. Bon, moi je dirais que je ne suis pas passé, je suis resté fidèle à un certain nombre de convictions, d'accord, qui en fait d'une certaine manière étaient trahies par une espèce de gloubi-boulga clientéliste et idéologique qui est devenue la gauche aujourd'hui, sans même parler des dérives islamistes de LFI qui est complètement vendu en fait, bon, justement désormais au mouvement islamiste. Bon. Et donc je suis resté fidèle à ces convictions. Moi ce qui m'anime avant tout c'est la liberté individuelle. C'est une forme de refus, parce que la seule chose qui tienne, à mon avis, dans le discours de gauche et dans l'idéologie de gauche, et la seule critique pertinente qu'on puisse faire du libéralisme, qu'il faut distinguer aussi de la liberté, de la différence de la liberté, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, c'est comme être social et être socialiste, c'est pas tout à fait la même chose. Aimer la liberté et être un libéral au sens, je dirais politique du terme. Bon, la seule critique vraiment pertinente du libéralisme, c'est, à mon avis, le fait que quand, admettons que ce soit les meilleurs, hein, parce que c'est ça le libéralisme, c'est donner la liberté aux gens d'exprimer ce qu'ils peuvent faire le mieux, et puis l'idée que, en poursuivant leur intérêt individuel, ils vont concourir à l'intérêt collectif. C'est ça l'essence de la philosophie libérale. La poursuite par chacun de son intérêt individuel correspond à l'intérêt collectif, parce que c'est les gens qui vont être le plus doués, ou le plus travailleurs, ou le plus innovants, qui vont se coller, qui vont inventer des choses, et on le voit tous les jours encore dans l'économie d'aujourd'hui. Bon. Et donc, ça c'est évidemment quelque chose de très fort, et c'est, là je rejoins ce que disait mon père, sur personne n'est incité à bosser, l'origine de la faillite du communisme. Bon. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un système où les meilleurs finissent par tout rafler, hein, c'est l'idéologie du winner takes all, bon, eh bien, c'est un système où, de manière dynamique et de plus en plus, eh bien, les meilleurs vont être de plus en plus triomphés. Parce que les meilleurs ne vont pas s'arrêter d'être les meilleurs, hein, s'ils le sont vraiment, d'accord. Une fois qu'ils auront atteint leurs objectifs, ils auront d'autres objectifs, ils vont accumuler, il va y avoir une croissance des inégalités qui est inhérente à un régime libéral. Et une exacerbation des inégalités. Et cette exacerbation des inégalités, ça peut avoir des effets délétères,
D'abord parce que ça va aboutir à détruire un certain nombre d'individus qui peuvent être faibles, etc., bon, qui n'arriveront plus à trouver leur place, et ça pose un problème moral, et puis ça pose un problème même de sécurité, ça pose des tas de problèmes à la société. Et puis, je crois aussi que ça finit par se retourner contre ceux qui ne pourront pas rester dans leur petit isolat, vous voyez, dans leur gated community, dans leur... Bon, voilà. Donc, il y a des critiques qu'on peut adresser à la philosophie libérale et aux conséquences du libéralisme sur la société qui sont globalement vertueuses. Je dirais que c'est le contraire du communisme chez Georges Marchais. Le libéralisme a un bilan globalement positif, mais ça n'est que globalement positif. Bon. Et donc, ça nécessite d'être corrigé. Et bon, évidemment pas selon les voies et moyens pensés par la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de la bureaucratie. Moi, quelque chose qui m'anime beaucoup aussi, c'est le refus, presque la haine, alors là je vais être un peu fort, mais de la bureaucratie. Je n'aime pas les bureaucrates, j'en suis d'une certaine manière issu. J'ai vu ce que c'était que la bureaucratie dans différents secteurs de l'administration. C'est liberticide, c'est autoritaire, c'est incompétent, très souvent incompétent. Ce sont des gens, bon voilà, peut-être que vous vouliez en parler, qui se recrutent entre eux et dont le conformisme est quand même le principal mode de recrutement et de perpétuation de leur système. Donc voilà. Donc moi je n'ai pas l'impression, en me commençant, d'avoir renié quoi que ce soit. Je suis resté quelqu'un extrêmement attaché à ma liberté individuelle, à la liberté des autres. Je suis ulcéré par, à chaque fois que je vois quelqu'un qui veut nous empêcher de penser ou de nous exprimer ou essayer de nous faire condamner sur toutes les lois liberticides et qui sont contraires à la liberté d'expression qu'on a en France, toutes les lois Guesso, trucs et machin, tout ça c'est un scandale, d'accord? Donc je suis extrêmement attaché à la liberté de penser, à la liberté d'expression. Je suis attaché à ça parce que je pense qu'aussi c'est le plus efficace système d'organisation sociale. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus être une espèce de libéral béat et considérer que tout ira bien dans le meilleur des mondes si jamais, effectivement, c'est le règne de la liberté totale et donc parce qu'il y aura des inégalités qui vont devenir insupportables et contre-productives. C'est ça. Et ça, c'est ma philosophie des choses. Et ensuite, comment est-ce que cette philosophie se greffe ou se greffe pas et conforme ou n'est pas conforme à telle ou telle idéologie, à tel ou tel prêt-à-penser, en particulier véhiculé par des partis qui en changent d'ailleurs tout le temps, parce qu'ils pensent un truc, les partis politiques, ils pensent le contraire le lendemain, d'accord? Bon, eh ben ça, je m'en fous complètement. C'est pas mon sujet. Moi, j'ai la prétention d'être un intellectuel d'une certaine manière. Je cherche à me forger des convictions, essayer qu'elles soient les plus pragmatiques et réalistes possibles. Et puis, si ça correspond à la doxa d'un parti ou d'une idéologie, tant mieux, sinon tant pis. Et puis cette idéologie, dans ce cas-là, elle ne me conviendra pas. C'est tout. Donc ça peut paraître, vous voyez, je dirais contradictoire, étonnant, perturbant par le fait d'avoir changé. Mais pour moi, non, c'est simplement que j'essaie d'avoir une pensée cohérente, et si cette cohérence ne correspond pas aux mensonges, aux approximations ou à la mauvaise foi de tel ou tel discours de parti ou de telle ou telle chapelle idéologique, ça m'importe peu. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est une exigence intellectuelle qui va au-delà de l'exigence politique. Donc c'est vraiment une idiosyncrasie personnelle qui vous a conduit à cette évolution. J'essaie de partir, bon, dans mon livre Le sabre et l'esprit, j'essaie de partir que j'ai longuement mûri. Bon, j'essaie de partir de ce qui me semble être la réalité du monde, quoi. Voilà, je crois que c'est la fameuse phrase des philosophes, hein, il ne faut pas imaginer le monde tel qu'on voudrait, mais voilà. Et donc, bon, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait expliquer l'état actuel des ordres contemporains par la confrontation entre l'État-providence, le modèle de l'État-providence et celui de la mondialisation, qui sont des sortes de modèles, donc des modèles, ça recoupe la réalité, mais pas que, c'est aussi un peu idéologique, un peu à la serpe, quoi. C'est un peu, parfois un peu réducteur, mais en tout cas, comment ces modèles expliquent les désordres contemporains, et puis je me suis posé la question de savoir, ce qui est toujours périlleux intellectuellement, si ce n'était pas quelque chose qui existait de manière beaucoup plus ancienne, en remontant dans le temps. Parce qu'il faut toujours faire attention à plaquer sur les mentalités ou les situations du passé nos idées d'aujourd'hui.
Bon, parce que dans l'Antiquité, ils ne voyaient pas le monde comme nous, hein. Ils ne raisonnaient pas de la même manière. Mais moi, je me suis rendu compte que ça avait quand même une certaine forme de pertinence, et donc j'ai élaboré, essayé de développer ces idées-là. Et donc à chaque fois, moi, ce qui me guide, c'est la recherche. Ça peut sembler, je dirais, naïf, mais d'une certaine forme de vérité, en tout cas de pertinence, de justesse. La vérité, c'est un peu ambitieux, mais une certaine forme de justesse et de corrélation, de cohérence entre les idées et les observations. Voilà. C'est un peu une sorte de méthode scientifique, hein. La méthode scientifique, c'est toujours chercher la cohérence entre les observations et les a priori théoriques. Voilà. Vous êtes qualifié, enfin vous avez évoqué le fait que vous aviez modestement la prétention de vous qualifier d'intellectuel, mais pour autant, vous avez aussi, bon, on en a parlé, vous avez aussi été actif dans l'arène, disons, électorale, en tout cas au niveau de la ville de Paris, à la fois par votre participation au Conseil de la ville il y a maintenant 15 ans, même 20 en fait. C'était 2008-2014. Oui, c'est ça, d'accord. Donc oui, c'est un peu moins de 20 ans. Et plus récemment, là, en 2020, donc effectivement, vous avez dirigé votre propre liste. Il me semble que, enfin, en tout cas, ce qui me frappe dans ce que j'ai lu de vous et sur vous, que vous avez un attachement particulier, et c'est ça qui vous pousse à être actif sur le plan électoral, vous avez un attachement particulier à la ville de Paris. Et c'est assez... pourquoi je l'évoque? Parce que c'est assez rare, parce qu'on présente souvent la ville de Paris comme une ville qui est devenue sans identité, qui est en fait un miroir des différentes régions de France et qui n'a plus elle-même une identité propre qu'elle pourrait exprimer au travers de ses us et coutumes. Mais vous semblez, je dirais, en première approximation, je dirais que vous semblez au contraire penser que la ville de Paris a une identité et vous y êtes attaché. Vous savez, Paris, je suis né, hein, j'y suis né dans le 12e arrondissement. J'ai vécu quelques années à l'étranger, mais j'ai passé l'essentiel de ma vie à Paris. J'ai travaillé, vécu ou étudié dans pas tous les quartiers, mais enfin dans un grand nombre de quartiers. Je me suis occupé, quand j'étais au cabinet du maire de Paris, des affaires urbaines, de transport, voilà. J'ai écrit dessus, j'ai été élu, j'ai participé à plusieurs campagnes électorales. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Je le connais particulièrement bien parce que bon, moi j'aime ma ville de manière très profonde, très charnelle. Je roule à scooter du matin au soir et du soir au matin. Je connais, grâce aux campagnes électorales en particulier, vous savez, les campagnes électorales, c'est des moments extrêmement durs. Quand on n'est pas dans un gros système qui fait le travail pour vous, moi je me suis colté moi-même un nombre incalculable de distributions de tracts et d'affichages électoraux pour mes candidats que j'aidais ou pour moi-même, etc. Donc j'ai sillonné Paris de manière, il y a 5 ans à peu près, c'était 5 ans, il y a 5 ans, les dépôts de liste se faisaient en février 2000, attendez, non, 2020, je ne sais pas où j'en suis, 2020, pour justement les dernières municipales. Il nous manquait des candidats et j'ai passé 3 semaines de ma vie sur mon scooter avec un scanner à sillonner Paris pour aller voir les gens moi-même au dernier moment et puis essayer de faire venir les candidats. On a réussi à déposer des listes partout, ce qui était une vraie performance. Bon, tout ça, ça m'a donné une espèce de connaissance charnelle de la ville. Bon, Paris, je vais le dire, ça va sembler faire hausser les épaules, mais à part peut-être Venise qui a une forme de cohérence mais qui est beaucoup plus petite, on peut se poser la question pour Venise, un peu pour Rome aussi, bon voilà, mais c'est d'évidence, et je pense avoir beaucoup voyagé, d'évidence la plus belle ville du monde. Elle est chargée d'une histoire millénaire, donc depuis l'Antiquité romaine, enfin voilà. Et donc il y a eu, c'est une ville qui a accumulé, sédimenté les passions, les moments de crise politique, les moments de grande créativité intellectuelle. C'est un patrimoine architecturale unique au monde parce qu'il y a une énorme quantité de bâtiments tout au long de l'histoire, depuis l'Antiquité justement jusqu'au XXIe siècle. On a un patrimoine, en particulier 19e siècle, il y avait 3 villes au monde qui avaient un patrimoine 19e siècle colossal, c'était Paris, Londres et Berlin. Malheureusement pour elles, Berlin et Londres l'ont perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il ne reste plus que Paris. Si vous prenez le 16e arrondissement par exemple, moi, j'avais des collaborateurs, des architectes gauchistes qui me disaient, qui étaient bien obligés d'avouer, on dira ce qu'on voudra, mais le 16e arrondissement, c'est le plus beau patrimoine bâti du 19e siècle au monde. Rien que le 16e arrondissement. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Bon.
Si vous baladez dans le quartier, ici, vous verrez par exemple un immeuble de Jules Lavirotte qui est, où il y a le lycée italien à côté. Bon, voilà, Jules Lavirotte, c'est un grand architecte de l'Art Nouveau, presque du même niveau que Guimard. Bon, on a vraiment. Donc, et en plus, c'est une ville qui vit, qui vibre. Alors c'est devenu très bobo, il y a beaucoup d'abrutis qui vivent aujourd'hui, et bon, les politiques municipales me ulcèrent, et la méconnaissance de la beauté de la ville par la mairie d'Hidalgo m'ulcère en particulier, des choses que les gens ne voient pas forcément. Par exemple, tout ce que je reproche aux règles de circulation, je le reproche parce que ça entrave la liberté, bien entendu, mais je leur reproche aussi d'être une atteinte à la beauté de la ville à cause de tout ce qui est peinturluré sur le macadam. Les gens ne le voient pas, mais tous ces dessins, ces vélos qui sont tracés là, en plastique, vous voyez, en plastique sur le macadam, ces zébrures partout, ces murs historiques, c'est une horreur. La ville haussmannienne, et même avant, l'artère est faite, c'est une artère justement, c'est faite pour convoyer, pour que l'énergie circule, qu'il n'y ait pas de caillots. Si on prend la métaphore chirurgicale ou médicale, ils mettent des caillots dans les artères. Bon, donc ils aboutissent à quoi? Ils aboutissent à des AVC, ils aboutissent à de la congestion, bon, bien entendu. Bon, une ville, c'est un organe vivant. Ils ne la connaissent pas, ils ne la comprennent pas, ils font n'importe quoi. Par exemple, il y a un bombé, vous voyez, dans l'artère haussmannienne. Ce bombé, léger bombé, il permet l'évacuation des eaux quand il pleut. Quand vous mettez une banquette en béton au milieu, qu'est-ce qui se passe? L'évacuation des eaux ne se fait pas. Donc, les feuilles mortes commencent à s'entasser, c'est mal nettoyé. Il y a des racines qui vont pousser, ça va commencer à percer le macadam et ça va percer la voûte des égouts en dessous. D'accord? C'est un organisme complexe. On a le patrimoine urbain le plus important, le plus riche, le plus divers au monde. Et c'est confié à des salopards qui ne le comprennent pas et qui s'en servent comme d'un instrument de pure démagogie politique. Évidemment, alors moi, ça me rend malheureux, je me suis heurté à ça et je me suis dressé contre ça. Mais bon, voilà, c'est un combat difficile parce qu'en même temps, c'est une clique, c'est une espèce de gang qui s'est emparé des richesses de la ville et qui peuvent. Le problème des socialistes, c'est qu'ils sont socialistes jusqu'à ce que la bête meure. C'est-à-dire qu'ils vont dilapider, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en caisse. C'est la célèbre formule de Thatcher, la regrettée. Quand ça bouge, vous taxez. Si ça bouge encore, vous réglementez. Et quand ça ne bouge plus, vous subventionnez. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est un instrument magnifique, c'est une ville magnifique qui est aux mains aujourd'hui d'une bande de gangsters, et donc c'est très regrettable. Ça, évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Donc, je me suis battu contre ça, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est pas évident, mais voilà. Donc c'est un combat que j'estime extrêmement noble et qui correspond à l'amour, entièrement à l'amour que j'ai pour cette ville et à sa connaissance, parce que je crois très bien la connaître. On a abordé le sujet avec vos critiques acerbes de la mairie de Paris, on va dire. Enfin, en tout cas, de l'équipe qui occupe actuellement le Conseil de Paris, la majorité au Conseil de Paris. J'aimerais avoir votre regard sur les élites françaises contemporaines. On va se contenter des françaises, sinon on en a pour la nuit. Parce que ce qui est intéressant, et c'est par là que je vais commencer, vous avez suivi ce que vulgairement on appelle la voie royale, puisque vous êtes passé par Sciences Po Paris, et ensuite vous avez été à l'ENA, enfin Feu l'ENA qui ne s'appelle plus l'ENA maintenant, bon, c'est la même école. Et ma première question concerne ça, justement. Souvent, ce cursus honorum est présenté comme la voie de formation des élites françaises, au minimum des élites administratives, disons-le ainsi. Quel regard vous portez sur vos anciennes écoles? Alors, j'aime pas le mot élite d'abord, parce que c'est leur faire trop d'honneur d'une certaine manière. On peut appeler ça classe dirigeante, groupe dirigeant, clique ou coterie si on est méchant. Mais élite, qu'est-ce qu'une élite, ça? Bon, c'est comme l'aristocratie. L'aristocratie, au sens étymologique, c'est le gouvernement des meilleurs. Bon. Et donc, est-ce qu'ils sont meilleurs? On peut en débattre. Donc, alors quel regard je porte? Je vais essayer de ne pas être caricatural. Il y a des gens de bon niveau, évidemment. J'ai des camarades que j'ai pu rencontrer ici ou là, qui sont des gens cultivés, fins. Il y a une assez grande palette en plus de sensibilité. Mais je dirais que malgré tout, grosso modo,
il faut se souvenir que ce système est hérité en fait de la Compagnie des Indes et donc des recrutements, le mode de recrutement de la Compagnie des Indes et donc des modes de recrutement eux-mêmes calqués sur celui du mandarin chinois. C'est quand même un système extrêmement conservateur et qui favorise le conformisme. Bon. Et moi, quand je retrouve certains de mes camarades, j'en ai revu il n'y a pas longtemps, etc., on déjeune, c'est agréable, c'est des gens qui ont des choses à dire. Bon. Mais il y a quand même une adhésion spontanée, je dirais, au discours officiel qui fait presque froid dans le dos de temps en temps. C'est-à-dire que, bon, ils cochent dans toutes les cases. C'est-à-dire qu'ils étaient pour le vaccin, pour le pass sanitaire. Demain, ils seront pour la dernière trouvaille de l'administration ou de l'État pour contraindre la vie des gens. Ils sont pour toutes les lois qui empêchent la liberté d'expression. Ils sont... voilà, enfin, il y a pas... Il y en a parfois qui s'en échappent. Hein. Bon, c'est pas vrai à 100%, naturellement. Mais il y a quand même une masse critique déterminante et principale d'individus qui sont très conformistes et qui, quand on sort du cadre de pensée, ben, ils sont complètement paumés, quoi. Enfin, ils n'arrivent même pas à concevoir, mais comment tu peux dire ça? Enfin, je vois un grand désarroi dans leurs yeux, et pourtant, ce n'est pas des idiots. Bon. Donc, alors, c'est très difficile de lutter contre ça. Il y avait le moyen le plus simple en réalité, et d'ailleurs ça a été presque aboli par des gens qui ont été extrêmement néfastes, comme Descoings par exemple, celui qui est mort dans les conditions scabreuses à Sciences Po. Bon, ces gens-là, bon, ils avaient en tête une seule chose dans les procédures de recrutement de Sciences Po ou de l'ENA, c'était supprimer l'écrit anonyme. La seule manière d'avoir des gens qui pensent un peu différemment dans ces systèmes-là, c'est l'écrit anonyme. Dès lors que vous les faites sélectionner, soit sur dossier, soit encore pire, en venant devant un jury qui se met à parler, et bien immédiatement, les conformistes vont les détecter, ils vont les trouver bizarres. Mais pourquoi il dit ça? Il est bizarre ce gars-là, etc. Enfin, c'est la chanson de Pierre Vassilou. Hein. Bon. Et donc, cette bizarrerie qu'ils vont ressentir, c'est la liberté de penser, qui est parfois d'ailleurs, et pas forcément très conçue chez celui qui est différent d'eux, justement, et qui peut être simplement une espèce de réflexe, quoi, un mode d'être différent. Mais ça, les gens qui vont le voir en face les différents jurys vont le sentir et vont le sanctionner. Donc la seule manière d'éviter ce genre de conformisme intellectuel, c'est l'écrit anonyme. Et tout le travail incessant depuis 20 ou 30 ans dans ces domaines-là de la caste dirigeante, ça a été de supprimer l'écrit anonyme au bénéfice justement du dossier ou de l'entretien, avec comme alibi, par exemple à Sciences Po, la diversité. Donc on allait prendre 10 ou 15%, hein, je parlais assez brutalement, parce que c'est la réalité, hein, d'arabes ou de noirs dans les banlieues pour justifier justement cette dérogation au principe d'égalité républicaine et de concours et d'anonymat. Bon, et ça permettait derrière de supprimer l'anonymat pour tout le monde et de ne recruter des conformistes qui soient blancs, enfin blancs entre guillemets, hein, d'accord, noirs ou arabes d'ailleurs, parce que noir ou arabe ou blanc, c'est exactement la même chose. Il y a des conformistes et des anticonformistes. Et c'est pas la race, là aussi entre guillemets, qui change quoi que ce soit à l'affaire, d'accord, contrairement justement à ce que le système essaie de nous faire croire. Donc, le vrai problème, là où le bas blesse, c'est le conformisme. Voilà. Donc, parce que face à une situation imprévue, face à une situation qui ne correspond pas au moule, au cadre, à ce qu'on connaît, etc., eh bien, les esprits conformistes, ils se plantent. En plus, ils n'arrivent pas ils rejettent les avertissements, ils rejettent les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils ne supportent pas, vous voyez, l'opinion dissidente. Et donc, il n'y a pas de culture de l'opinion dissidente en France. Si vous prenez par exemple en droit, dans le monde anglo-saxon, quand une cour importante prend un arrêt, il y a des opinions dissidentes qui sont exprimées. Ça n'existe pas en France. Bon, ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire d'ailleurs, qu'on devrait promouvoir. Mais il n'y a pas de culte et de culture de l'opinion dissidente en France. Bon, voilà. Alors il y a des pays, les élites, entre guillemets, les castes, tout ça, ça se retrouve plus ou moins partout. D'accord ? Il y avait un classement des corps européens de grand prestige autrefois, avant, la Première Guerre mondiale, qui mettait en premier le grand état-major prussien,
En deuxième, l'inspection royale des finances britannique. En troisième, l'inspection des finances françaises, etc. Vous voyez, donc il s'était amusé à faire une espèce de classement comme ça. Bon. Mais ça se retrouve partout. Cela dit, dans les modes de formation, les origines, etc., parfois il y a quelques éléments différents qui peuvent voir le jour. Et en Angleterre, par exemple, où il y a aussi pas mal de conformisme, il y a quand même une grosse différence, c'est qu'à Oxford ou Cambridge, et ensuite on le retrouve dans les classes dirigeantes gouvernementales, il y a une tradition, une ouverture, je dirais, à la culture classique, aux études classiques. Quand vous voyez Boris Johnson, il est capable de déclamer, vous voyez, du grec ancien, en vers. Cameron, des gens comme ça, c'est des gens qui avaient fait des études d'archéologie. Bon, voilà. Il y a une plus grande diversité intellectuelle. Et puis quand on étudie l'histoire, en particulier l'histoire antique, ou l'histoire moderne ou contemporaine, etc., malgré tout, et ça, les études d'histoire ont beaucoup reculé dans la formation de la classe dirigeante. Ça, c'est aussi une mauvaise chose. Quand on étudie l'histoire, on est amené à se poser des questions face aux dérives qu'on peut observer. On a discuté un peu entre nous avant qu'on enregistre de l'origine de la dérive européiste, d'accord ? Et en particulier de l'erreur fondamentale d'avoir promu le franc fort, qui est devenu l'euro ensuite, enfin, toute cette idéologie, toute cette religion de la classe dirigeante française. Bien, mais ça, si la classe dirigeante française et tous ces éléments avaient eu un peu plus de culture historique, s'étaient souvenus des déboires du retour à l'étalon or dans les années 20-30, vous voyez, du XXe siècle, bon, ou des problèmes monétaires qu'on avait même connus au XIXe siècle, s'ils avaient un peu connaissance de ça et conscience de ça, ils n'auraient peut-être pas fait les mêmes erreurs. Pourquoi est-ce que la classe dirigeante anglaise a justement refusé l'euro? C'est en partie parce qu'ils savaient bien quels étaient les dangers à avoir un corset monétaire et une parité de leur monnaie qui était trop handicapante pour leur économie. Donc ça, le grand problème économique et politique fondamental de ces 40 ou 50 dernières années en France, ça a été le sacrifice par la classe dirigeante française de la petite et moyenne industrie de province sur l'autel de l'euro. Bon, et d'abord du franc fort, ensuite de l'euro. C'est ça la clé principale. Il y a différents facteurs, mais l'origine principale de nos déboires, c'est ça. C'est la façon dont les PME industrielles de province ont été laminées à cause d'un taux de change et d'une politique inadaptée. Bon, ça nous a ensuite conduit à développer, à avoir des déficits, et puis à un excès de dépenses publiques et de bureaucratie pour panser les plaies de cette erreur fondamentale qui a créé du chômage de masse, qui a créé du désarroi dans des tas d'endroits. Bon. Et donc, cette erreur-là, elle n'aurait peut-être pas été faite de la même manière s'il y avait eu un peu plus de conscience historique, de culture historique et de culture économique aussi dans ces classes dirigeantes. Mais ce n'était pas le cas. C'était, moi j'ai bien vu comment on était recruté et comment on était sélectionné. Il faut faire des petits dossiers, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on est un petit malin. La règle d'or dans l'énarchie, c'est montrer qu'on est capable de reproduire un discours de dominant. Et qu'on est capable. On ne vous demande pas de le créer, hein, ce n'est pas votre rôle de créer le discours, c'est pas de le fabriquer. Votre rôle, c'est de le reproduire et de le vendre à la population. Et donc, les gens sont classés, sélectionnés, triés en fonction de leur capacité, de leur aptitude à tenir un discours officiel et à le vendre. Évidemment, les esprits conformistes le font mieux spontanément et naturellement que ceux qui ne le sont pas. Et surtout ceux qui ne le sont pas, ils peuvent se faire détecter par ceux qui le sont et éliminer, et marginaliser. Et donc on arrive à un certain nombre de dérives, qui sont d'ailleurs assez proches des dérives que l'Empire chinois a connues quand justement le mandarinal s'est cassé la gueule. Le mandarinat s'est cassé la gueule, le système mandarinal. Pour vous, ce qui, en tout cas en France, pose le plus grand problème dans la formation de la classe dirigeante, pour l'instant parlons surtout de la classe administrative, c'est le conformisme, c'est-à-dire on va dire une forme de suivisme du discours officiel qui ne fait que se reproduire. En fait, c'est un système autoréférentiel. Faut être quand même un peu plus subtil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander non plus, et moi je me méfie du... Il ne faut pas attendre des fonctionnaires qui aient non plus, qui dirigent l'État. Hein, c'est quand même plus ou moins au peuple de le faire. Hein. Ce n'est pas à eux de dire ce qu'on doit faire, quand même. Parce que même si on veut lutter contre le conformisme, à la fin, il y aura quand même du corporatisme et du conformisme, quoi qu'on fasse, quelle que soit la règle qu'on adopte. Donc déjà, je pense que, je suis libéral, je pense que déjà l'État, le périmètre de l'État doit être réduit
au maximum. Parce que dès lors qu'il se dilate, il va y avoir tous les effets pervers de la bureaucratie, et quelle que soit l'idée, enfin on en reviendra toujours aux mêmes pratiques finalement, d'autoréférencement, d'autocooptation, etc., quel que soit le système, dès lors que ça commence à se dilater. Donc déjà, il faut que le périmètre de l'État et de la bureaucratie soit limité le plus possible. Bon. Ensuite, il faut le plus de démocratie directe possible, parce que bon, les élus à vie, tout ça, c'est pas une bonne chose, hein, ça sécrète aussi. Vous pouvez avoir une caste, on le voit, hein, de politiciens à vie qui s'auto-recrutent, qui s'auto-congratulent. C'est le problème des partis politiques. Les partis politiques aussi développent leur propre conformisme et excluent les dissidents. Donc il n'y a pas que l'administration et l'État qui le fait. Donc il faut limiter au maximum le périmètre de l'État et limiter au maximum la prégnance et le poids des bureaucraties de partis ou autres dans le fonctionnement de l'État. Et ça nécessite un État, le meilleur modèle actuellement, même s'il n'est pas parfait, c'est le modèle suisse. C'est-à-dire un État assez réduit où l'usage du référendum est fréquent. Voilà. Et vous aboutissez à la Suisse, qui avait le même niveau de vie par habitant que la France en 1980 et qui est plus de 2 fois supérieur aujourd'hui, pour des tas de raisons, et en particulier parce que dès lors que la gauche ou une bande de totors quelconques, de crétins, arrive en disant « ben voilà, on va mettre en place un système de dépenses publiques, où on va subventionner ci, on va subventionner ça, où on va interdire ci, interdire ça », ça passe au référendum et les gens disent non. Encore récemment, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire, là, en Suisse, il y a eu des écolos qui ont voulu faire adopter une loi sur la politique énergétique ou je ne sais trop quoi. Ils ont fait 10 ou 20%. Il y a eu 80% des Suisses pour dire non. Ça y est, fin de l'histoire, ils remballent leur délire. C'est qu'en France, ça prospère. En France, vous avez des espèces de bureaucrates qui n'ont jamais travaillé. Par exemple, à la mairie de Paris, vous avez des individus qui ne savent pas ce que c'est que le travail, qui n'ont fait que magouiller chez les Verts ou au Parti Socialiste, et qui arrivent à obtenir des zones où désormais les gens n'ont plus le droit d'entrer dans le centre de Paris, ou des choses comme ça, qui en sont fiers, ils sont contents. Bon, mais un truc comme ça, s'il y avait un véritable usage du référendum, les gens refuseraient. Bon. Et donc, moi je crois à un État réduit le plus possible aux fonctions avant tout régaliennes, avec un usage maximum de la démocratie directe, sans non plus être naïf, parce qu'il ne faut pas penser non plus que le peuple a toujours raison sur tout. Il ne faut pas non plus... vox populi, vox dei, certes, mais le peuple, c'est pas Dieu, pour autant. D'accord ? Le peuple peut avoir des pouvoirs quasi divins dans l'organisation de la société, mais il n'est pas infaillible. Bon. Donc c'est toujours, je dirais, le souci de la méfiance, des contre-pouvoirs, du pragmatisme et de la prudence vis-à-vis des solutions idéologiques toutes faites. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi sur le plan technique, mais comment vous voyez la mise en place d'une part, l'accroissement de la place du référendum, et deuxièmement, des éventuels contre-pouvoirs, contrepoids à la place prégnante du référendum, disons, réformé à la Serge Federbusch. Alors, déjà, si le périmètre de l'État est assez circonscrit, le référendum ne va pas permettre tout. Ensuite, on peut mettre des majorités qualifiées. Tout ce qui est vraiment, même au sein des référendums, si par exemple vous considérez que des lois adoptées par le peuple, mais qui se traduiraient par une fiscalité qui serait confiscatoire, par exemple, le fait de supprimer la propriété privée ou de considérer que l'héritage est aboli ou des choses comme ça, nécessiterait une majorité qualifiée de 70, 80%, etc. Déjà, il y aura des contre-feux. Et puis, il faut voir le nombre d'individus qui peuvent soumettre aussi, parce qu'il y a toujours des règles. On ne va pas faire des référendums tous les 4 matins, même si avec l'usage de l'informatique, ça pourrait être beaucoup plus simple demain, aujourd'hui qu'hier, à condition. Vous évoquez surtout le référendum d'initiative populaire. Oui, alors plutôt du référendum d'initiative populaire, parce que d'ailleurs, la bonne monnaie là chasse la mauvaise. C'est-à-dire que quand il y a du référendum d'initiative populaire, le référendum provoqué par les dirigeants n'a plus lieu d'être. C'est le peuple qui va décider de quoi il a vraiment envie. Je pense que si on veut régler la crise dans laquelle on est en France, la seule manière possible, alors soit ça va se régler par le chaos et la révolution, ce qui à mon avis malheureusement ou heureusement le cas, c'est-à-dire qu'il y a 80% de chances aujourd'hui que la France soit irréformable et que ça se termine
dans une crise très grave, voire une guerre civile. Bon, et là, on ne sait pas ce qu'ils vont sortir, mais ils sortiront quelque chose de neuf, avec très certainement un pouvoir autoritaire. Ça, c'est 80% des chances aujourd'hui, à l'heure où on parle. Bon. Mais il y a 20% des chances où il y a un petit chemin de réforme raisonnable. Ce petit chemin de réforme raisonnable, c'est déjà des réformes profondes et radicales. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un soit élu à la présidence de la République et provoque des référendums, en écrasant le constitutionnel qui ne sera pas d'accord, mais tant pis, sur les institutions, sur tout un tas de choses, sur la réforme des institutions, pas par la voie de l'article 89, mais par la voie de l'article 11, qu'il aille vite et qu'il réforme tout ça, avec justement plus de démocratie directe, un retrait des pires règles, de la plupart des règles de l'Union européenne, pour peu que l'Union européenne existe encore, on n'en a pas encore parlé, mais à mon avis, ça aussi, ça n'en a plus pour très longtemps. Et donc, voilà, donc ça c'est un chemin qui... Ce chemin de réforme radicale via le référendum, il faut comprendre une chose, c'est que ces réformes radicales via le référendum sont aujourd'hui, au moment où on parle, la voie la plus mesurée et modérée du règlement des problèmes de la France. Parce que si ce n'est pas ça, ça sera la violence. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que l'hypothèse de violence révolutionnaire est plutôt de l'ordre de 80% et 20% de réformes profondes à la De Gaulle en 58. Vous voyez. Dans le meilleur des cas, on aura De Gaulle en 58, sinon ça ira de Napoléon III à Napoléon Ier, voire bien pire encore, voire plutôt la montagne et toute la terreur qui a accompagné cette époque-là. Parce que il n'y aura pas d'état stable, parce qu'on est trop endetté, parce que toutes les crises, à un moment, tous les agendas vont concorder pour conduire au désordre, au chaos, c'est-à-dire qu'il y aura une crise financière, une crise économique, une crise monétaire, une crise politique, tout ça, ben, on y va, on s'en rapproche de plus en plus. Voilà. Et le macronisme a d'ailleurs été un accélérateur vers ce chaos. Je vous avais vu l'évoquer en d'autres lieux, et il me semble que c'était par rapport à pas votre dernier livre, mais le précédent, où vous aviez évoqué l'hypothèse que la France n'avançait que par à-coups. C'est-à-dire qu'elle avançait à un rythme de croisière qui la conduisait à l'impasse, et que cette impasse provoquait justement une explosion de la société. Est-ce que vous êtes... Alors c'était il y a 10 ans, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Français, êtes-vous prêts pour votre future révolution ?» votre nouvelle révolution. Je m'étais demandé pourquoi justement la France avait du mal à se réformer, et pourquoi ça se réformait soit par des révolutions internes, soit par une paralysie qui conduisait à des aventures extérieures, et puis on se prenait une raclée face aux Allemands, hein, grosso modo, et puis ensuite le régime s'effondrait, ou alors parce qu'à un moment en 1958, il y a eu l'affaire algérienne qui a permis à De Gaulle de reprendre la main. Bon. Et bien j'en étais arrivé à la conclusion que je reconnais, qui est une partie en fait de mon ouvrage d'aujourd'hui, qui est que la France, c'est quand même un pays assez vaste, pas évidemment face aux grands ensembles aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui la Russie, les États-Unis, bon, enfin, c'était quand même assez vaste, bon, assez divers, en même temps avec un pouvoir centralisé et une économie ouverte. Et qu'à partir du moment où vous avez un espace assez vaste, une économie ouverte et un pouvoir centralisé, il y a un élément de trop. Et que ça finit par diverger. Vous ne pouvez pas avoir de manière stable et durable une économie ouverte, un pouvoir centralisé autoritaire, parce que ça a été souvent le cas en France, et justement un espace assez vaste et diversifié. Donc ça ne marche pas, donc ça se casse la gueule, parce qu'effectivement, l'État central est obligé soit d'être trop autoritaire, soit de pactiser avec les corporations, et de lâcher de l'argent, de lâcher des privilèges, et à la fin, il est paralysé, il s'effondre, parfois d'une pichenette extérieure ou du fait de troubles intérieurs. Donc j'avais essayé d'étudier dans le long terme, depuis 1789, en gros, les épisodes assez récurrents d'effondrement politique, soit internes, soit liés à des facteurs extérieurs. Et ça, ensuite, maintenant, je le relie à, justement, quelque chose de plus vaste, qui est le rapport entre un État-providence, c'est-à-dire un État qui protège dans un espace donné, et puis une économie, une société ouverte, et le fait que la cohabitation des deux est difficile pour des raisons d'inégalité sociale, et que l'ouverture économique va aboutir à des inégalités sociales que l'État-providence va essayer de corriger, mais va le corriger avec une dette de plus en plus importante, une bureaucratie de plus en plus importante, qui à la fin vont précipiter sa chute, s'il ne trouve pas un échappatoire dans l'aventure extérieure.
Voilà. Donc j'ai essayé de théoriser tout ça. Petite question rapide avant justement de passer à votre dernier ouvrage. Euh, Combien de temps? Avant l'effondrement. Si on prend votre hypothèse, si on Oui. admet la validité de votre hypothèse, que on a 80% de chances de Mm. diriger vers l'effondrement, Mm. ou vers la révolution, vous l'appelez comme vous voulez, combien de temps? Alors ça, dans mon dernier livre, je disais, relisez-moi dans 10 ans, c'était en 2014, donc 2024, et vous verrez qu'on y sera peut-être. Bon. Donc c'était à la fois faux et vrai, c'est-à-dire qu'on commence à en approcher. Alors je vais vous dire, mais là dès qu'on parle de calendrier, on se trompe. Hein, Oui, ça, oui. bon, faut être raisonnable là-dessus. C'est le postulat de la Bon, question. oui. Alors, je dirais, mais malgré tout, en prenant le risque de me tromper, qui est sûr, hein, je vais me tromper, c'est sûr, mais je vais quand même prendre le risque, je dirais qu'il y a un premier rendez-vous, c'est à la fin de cette année, avant 2025. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je ne crois pas que le Rassemblement national ait intérêt à laisser durer trop longtemps en Beyrouth. Il ne sait pas ce que ça va donner, ça va permettre à Retailleau de monter en puissance ou je ne sais trop quoi. Là, on va passer au stade de la politique politicienne, hein, on va s'abstraire des grandes considérations. Donc il va y avoir un moment où il y aura une coalition, sans doute au plus tard au prochain budget, d'accord, au budget 2026 voté fin 2025, pour faire tomber à nouveau le gouvernement. Il y aura à nouveau une motion de censure. Bon. Et là, ensuite, je pense que le RN, surtout que l'agenda judiciaire de Marine Le Pen sera peut-être derrière elle et elle aura peut-être sauvé sa capacité à se présenter en 2027, donc elle n'aura plus tellement intérêt à attendre. Hein, parce qu'ensuite, il peut se passer n'importe quoi, des figures nouvelles peuvent émerger. Donc, LFI resteront pour faire tomber le système, le RN sera là, et puis il y aura peut-être des gens qui vont les rallier, donc peut-être même les socialistes, et donc là, à ce moment-là, il y a une motion de censure. Bon, parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, l'économie est en fort ralentissement en ce moment, le redressement des comptes, tout ça, c'est du pipi de chat, ça ne se produira pas, on va se retrouver à nouveau avec entre 5 et 7 à 8% de déficit à la fin de l'année. Bon. En même temps, en Allemagne, l'AfD va progresser, il va y avoir une instabilité politique très forte. Donc vous allez avoir une remontée des taux d'intérêt. Donc vous allez avoir une espèce de convergence de l'instabilité politique qui va croître brutalement avec un début de crise monétaire liée à la hausse des taux d'intérêt et donc une incapacité à voter un budget, là pour le coup, et même peut-être à payer les fonctionnaires, vous voyez, ou à payer les pensions de retraite. Et à ce moment-là, ça va très vite ensuite, ça va très vite. Imaginez que les retraités ou les fonctionnaires ne soient plus payés, mais même comme un mois ou deux, là vous avez les gilets jaunes puissance 10. Alors ce qui va jouer aussi, je pense, en faveur d'un scénario de crise assez rapide, c'est Macron, qui est une espèce de tête brûlée, arrogant, la quintessence justement du prétentieux, incompétent, formé par la soi-disant élite. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques d'une certaine manière, c'est sa seule qualité, mais c'est un grand défaut aussi. Et donc, je pense qu'il va essayer de s'appuyer sur l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, enfin il va menacer les Français. Bon, vous, attention, les taux d'intérêt remontent, on ne peut plus payer. Il est possible qu'il joue la politique du pire. C'est pas sûr, mais c'est possible. Bon. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, moi je vous dirais qu'il y a un premier on n'est pas passé loin déjà, hein, il y a un mois ou deux là, mais il y a un vrai rendez-vous, un premier risque de dérapage incontrôlé ensuite, c'est à la fin de l'année. Peut-être que non, peut-être qu'ils vont réussir à nouveau bidouiller une majorité, revoter un budget, tenir quinquennat jusqu'en 2027 avec une nouvelle présidentielle dont on ne sait pas ce qui sortira, mais bon, qu'ils arriveront à faire Édouard Philippe ou je ne sais trop qui. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, l'agenda financier et monétaire les rattrapera. C'est-à-dire que il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de. Alors Macron, là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de tirer parti de la crise ukrainienne et de l'attitude de Trump en Ukraine pour dire oh là là, on oublie les 3% de déficit, maintenant, voilà, comme il avait fait pendant le Covid, là, on peut faire 5, 6, 7, on s'en fout. Bon, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens aussi qui prêtent de l'argent. Aujourd'hui, la dette française, elle est tenue par BlackRock et puis des fonds de pension étrangers. Donc Total, quand ils ont voulu augmenter les impôts sur Total, Pouyanné, le président de Total, est allé voir, à l'époque c'était Barnier, et lui a dit, c'est pas compliqué, nous, Total, c'est à la Défense, ça va passer à Manhattan. Voilà. Et puis vous perdez 3 à 5 000 emplois très bien payés. Parce que Total, aujourd'hui, c'est plus une entreprise française. Il y a une grosse partie de l'actionnariat qui est étranger. Donc
on ne claque pas des doigts comme ça. Et ça, c'est justement la prétention de cette soi-disant élite française. Il y a comme Macron qui croit qu'il va pouvoir continuer à bidouiller comme ils l'ont fait avec l'Union européenne, voilà, et des fantoches, ici ou là, des Moscovici à la Cour des comptes et tout, qui se donnent des blancs-seings bidons. Mais au bout d'un moment, le réel va les rattraper. Donc moi, je dirais que d'ici la fin de l'année 2025, déjà, ça va sentir vraiment le roussi. Peut-être qu'ils arriveront à s'en sortir, peut-être pas, mais enfin, bon. Et puis tous les subterfuges, les Covid, les trucs et les machins, ça va être de plus en plus difficile à gérer aussi. Donc je crois qu'on est vraiment entré dans le stade terminal maintenant. J'en viens à votre dernier ouvrage qui, si je ne m'abuse, est sorti à la fin de l'année 2024, le sabre et l'esprit, pas le sable, le sabre et l'esprit, où vous opposez, enfin, parmi les idées développées dans le livre, vous opposez l'homme-monde et le territoire ethnique. Et donc j'avais une première question d'ouverture à vous poser. Est-ce que pour vous, il y a dans l'histoire humaine une contradiction, disons, axiomatique entre l'ouverture et la fermeture des différents groupes humains? Je pense qu'il y a une forme de pulsation, c'est-à-dire qu'effectivement, l'histoire humaine est largement scandée par des moments où les groupes vont plutôt s'ouvrir et des moments où ça va plutôt se rétracter. Bon. Alors parfois l'ouverture elle est brutale. Bon, il ne faut pas croire. Bon, la naïveté de certains penseurs libéraux, comme Popper, qui a décrit les vertus de la société ouverte, c'est un grand penseur. Hein. Bon, c'est de considérer, de penser que ça va forcément être positif. Ça peut être très déstabilisant et très violent même. Bon, l'Empire romain, c'est un système extrêmement ouvert, extrêmement intégrateur et extrêmement brutal. Bon, il y a des systèmes comme ça. Ensuite, ça se stabilise, ça fait un limestre, bon, et puis ça crée des frontières, et puis ça permet l'ascension sociale de différents types de populations, mais il y a des moments de très grande brutalité, c'est vrai dans n'importe quel, parfois, il y a des moments de pure brutalité dans des grandes équipes politiques, celles de Tamerlan ou de Gengis Khan, ce sont des moments d'expansion d'empire très vastes, très violentes, qui se stabilisent parfois, puis qui finissent par se fragmenter quand elles se stabilisent, parce que dès qu'elles se stabilisent autour de territoires ethniques, elles finissent par s'enliser, par être corrompues par toutes les règles bureaucratiques, la nécessité de faire rentrer l'impôt, d'être accepté, de maintenir un minimum de cohésion et de paix sociale, et ça aboutit à des rivalités, des luttes sociales et à l'effondrement. Par exemple, l'empire mongol en Chine, donc l'empire des Yuan, on appelait ça les Yuan au XIIIe siècle, eh bien bon, il a fini par s'effondrer parce que justement il a presque singé jusqu'à la caricature les règles impériales précédentes, des dynasties précédentes. Il est devenu ultra conservateur et ça a créé du ressentiment social. Il a été incapable de résister aux coups de boutoir qui sont venus de l'extérieur ensuite. Donc évidemment, tout ça prend des formes très complexes, mais en gros, on peut considérer qu'il y a un phénomène d'accordéon entre des périodes d'ouverture et de dilatation et des périodes de plus grand repli et de fermeture. Bon, sans que, et parfois c'est des mixtes, on a toutes sortes, l'histoire offre toutes sortes d'exemples de situations mixtes entre ces deux pôles. Pour moi, je considère ça comme des pôles d'organisation sociale qui vont permettre des structurations. Ce ne sont pas des règles figées qui s'appliquent de manière intangible, quelles que soient les époques. La summa divisio de l'ouvrage, c'est l'opposition entre l'homme-monde, enfin l'opposition, en fait le mariage forcé presque de l'homme-monde et du territoire ethnique. C'est-à-dire que vous avez plutôt parlé là des corps politiques qui avaient tendance à s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, mais même vous pensez qu'au niveau, au sein des sociétés, une partie du corps social est toujours plus ouvert et a tendance à s'ouvrir davantage à l'extérieur et donc à être une locomotive par rapport à au reste de la population peut-être majoritaire, vous nous le direz, qui est lui davantage centré sur son autoprotection. Alors, c'est vraiment des sujets complexes. Moi, ce que je crois, alors j'ai étudié l'anthropologie aussi, et c'est évidemment beaucoup toujours le risque de faire sourire quand on parle de ça. Mais je pense que la clé de la dynamique humaine, ça a été la capacité justement des groupes humains à recevoir des influences extérieures. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'homme de Néandertal, où dans les sociétés assez figées dans des petits groupes, l'homo sapiens a réussi à s'ouvrir, à arriver à des situations sociales où, contrairement à des groupes plus réduits, la société pouvait fonctionner alors même que
tous les individus ne se connaissaient pas. Et quand vous sortez dans la rue aujourd'hui, justement, vous êtes en plein dedans, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit, par exemple, dans une ville comme Paris, hein, les grandes villes, le phénomène urbain, qui est quand même un phénomène majeur dans l'histoire humaine, c'est quand même les grandes villes qui ont largement porté le développement intellectuel, économique et culturel des sociétés humaines. Eh bien, ce sont des sociétés où vous pouvez vivre ensemble sans vous connaître. Ce qui n'est pas le cas de la plupart, de la totalité même, des autres formes d'organisation animale ou espèces animales ou même des autres hominidés qui ont précédé les Homo sapiens. Bon, donc je crois qu'effectivement cette capacité agrégative d'ouverture a été fondamentale. J'ai essayé de lier ça, c'est un peu, voilà, un peu étrange de le dire, mais bon, malgré tout je le dis, au fait que quand on se demande ce qu'est l'homme, parce que bon, la question fondamentale de la philosophie, ça a été toujours de se demander quel est le propre de l'homme, quelle est la particularité de la nature, entre guillemets, humaine. Bon, j'ai relié ça au fait que l'homme était un animal qui à la fois pouvait facilement grimper dans les arbres, etc., et qui était en même temps très fragile en cas de chute. D'accord ? C'est une idée que j'ai beaucoup travaillé, j'avais fait un article là-dessus. Dans vos ouvrages précédents. Oui, bon. Et donc, c'est une espèce de singe, en gros, qui s'est méfié de ses sens, parce que le risque de chute, bon, là, était grand, donc la chute, c'est la dimension sensorielle, le fait que les sens donnent une mauvaise perception, forcément, peut-être de l'environnement extérieur, donc la méfiance vis-à-vis de ce qui était véhiculé sensoriellement a été à l'origine de la capacité à créer ce qu'on appelle des idées, des concepts, etc. Bon. Et que cette capacité-là est justement une capacité qui permet à l'homme d'entrer en contact avec des autres hommes dans des sociétés où il n'est pas forcément partie prenante au départ et donc va permettre en quelque sorte de créer cette dynamique d'expansion qui va à un point tel que ça peut se faire de proche en proche, même par des échanges tout à fait distants, par la fabrication dans la société moderne, même depuis à peu près 3-4 000 ans, par la fabrication d'objets qui vont pouvoir être exportés et être intégrés. Bon, cette situation de dynamique liée à l'ouverture, c'est une situation qui va enrichir le territoire ethnique, qui est un espace justement de concorde sociale et de protection, mais qui va créer des inégalités et des facteurs disruptifs et des facteurs déstabilisants pour la société. Pourquoi ? Parce que il y a à l'intérieur de chaque société des individus, surtout ceux qui sont les plus aptes ou les mieux organisés, qui vont en tirer parti davantage. Et à contrario, il y a aussi dans les influences étrangères et extérieures, parfois des biens, des produits, des idées, etc., qui ne vont pas correspondre au mode de vie, de consommation idéologique des castes dirigeantes, des plus importantes, mais qui vont au contraire être absorbés plus facilement par une population qui était plus humble d'une certaine manière. Mais quelle que soit la forme que ça prend, l'ouverture des sociétés a un caractère déstabilisant. Et les grands penseurs du fait social, les premiers penseurs du fait social, en particulier Platon, bon justement, pour lui, tous les problèmes de la société, des sociétés humaines et tout le mal dans la vie sociale venaient de l'influence de la mer et du commerce maritime et portuaire. Et la société idéale de Platon, c'était une société justement où il n'y avait plus de commerce maritime et portuaire, parce que pour lui, tout ce qui était délétère dans l'équilibre social, tout ce qui minait finalement la cohésion de sa république, c'était justement le commerce avec l'étranger, le commerce distant. Et ce que j'ai essayé de comprendre aussi, d'expliquer, c'est que plus vous avez un phénomène de mondialisation, plus les échanges sont distants, plus donc il y a une dynamique de la mondialisation, plus les risques de déstabilisation sont grands, parce que justement ça va se faire à partir d'influences commerciales, intellectuelles, qui vont être plus difficiles à intégrer. Bon. Tout ça est théorique, c'est pas facile forcément à comprendre, à admettre, etc., mais c'est des sujets voilà, que j'ai essayé de mettre en valeur dans ce livre-là. Et donc ça explique pourquoi, ensuite vous vous retrouvez alors très concrètement, en France aujourd'hui, vous avez un État qui cherche à panser les plaies de la mondialisation, il le fait par la dette, il le fait par le RSA, par toutes sortes de mesures sociales pour aider la population qui souffre, mais il le fait au prix d'un endettement qui fait que eh bien, ça devient très vite ingérable, ça devient bureaucratique, et puis surtout, le paradoxe, c'est que ceux qui vont le plus bénéficier de cet endettement ne sont pas forcément les plus fragiles, d'accord ? Parce que, en gros, le niveau artificiellement bas des taux d'intérêt que
la bande européiste et Macron a réussi à obtenir jusqu'à il y a à peu près un an, c'est en train de changer, mais jusqu'à peu près un an, ça privilégie à qui en particulier, et avant tout, ça privilégie aux gens qui sont capables de s'endetter lourdement, ça va privilégier à Bernard Arnault ou des gens comme ça, qui vont faire, ou à Drahi qui va faire des achats, vous voyez, très spéculatifs. Donc, le problème qu'on chasse par la porte revient par la fenêtre, c'est-à-dire que les inégalités sociales, les forces de perturbation sociale qui sont liées à cette ouverture, même si on essaie de les juguler, elles reviennent quoi qu'il arrive et elles accentuent les inégalités et donc elles accentuent les tensions politiques, elles accentuent l'immixtion de l'État dans la vie des individus, le recul des libertés publiques et des libertés individuelles, et tout ça, évidemment, ça a des effets délétères et à la fin, ça aboutit à des catastrophes sociales et politiques et économiques. Voilà. Pour autant, puisque vous avez parlé de la République de Platon, vous estimez que le modèle platonicien de République, on va dire autarcique, n'est pas viable, enfin, est une vue d'esprit. Non, il est parfaitement viable, mais il ne dure pas très longtemps. Vous avez encore des sociétés, je ne sais plus, des îlots là, au large de l'Inde, qui n'ont aucun contact avec l'extérieur. Il y a un pauvre missionnaire sino, je ne sais pas trop quoi, qui s'est aventuré, il a fini bouffé, voilà, tué et bouffé. Bon, vous pouvez vivre de manière autarcique à condition, effectivement, que ce soit dans un périmètre restreint et que, tout étranger soit mis à mort immédiatement. Vous aviez, alors c'est pas très politiquement correct, mais des stèles gravées dans l'ancien empire égyptien et jusqu'au Nouvel Empire, où il était écrit grosso modo, tout individu noir qui franchit cette frontière sera mis à mort. D'accord ? Et ça a empêché l'émigration de l'Afrique noire jusqu'à l'Égypte antique pendant des millénaires. Bon. C'était assez facile pour eux de mettre ça en place. Si le noir arrivait et qu'il dépassait la frontière, il était tué. Bon. Donc, évidemment, le meilleur exemple de tout ça, c'est l'exemple du Japon du shogunat. De l'ère Edo. Oui. Bon, voilà, de l'ère Edo. C'est-à-dire que vous avez le shogun qui prend le pouvoir contre l'empereur. Tout ça, ça se fait en gros au XVe, XVIe siècle. Et puis, il ferme le Japon. Il décide de fermer le Japon parce que justement, il considère que le mal vient de l'étranger. Mais il prend deux précautions. Il fait une première soupape de sécurité, c'est du côté de Yokohama, un port où les Hollandais ont le droit de commercer avec eux, pour quand même qu'ils aient la possibilité de tirer parti du commerce étranger, des innovations techniques, etc. Donc il y avait cet exutoire, qui était très limité mais qui existait. Et puis deuxième exutoire, parce que ça crée des tensions sociales. Les tensions sociales, on crée un quartier à Edo, qui va devenir Tokyo, le quartier des plaisirs, de la licence, de la liberté totale. Ils appelaient ça le monde flottant. Et donc, où il y a des poètes, des courtisanes, des putes, des machins, tout ça se mélange, du théâtre, et ça donne un dynamisme culturel absolument flamboyant. C'est une époque de créativité absolue dans l'histoire du Japon. Donc vous avez à la fois un pays quasi fermé, mais quand même régulé dans une petite partie avec l'extérieur, un pouvoir extrêmement autoritaire, une grande paix, parce que le shogun avait rétabli, parce que c'était des guerres civiles incessantes entre les seigneurs de la guerre, il avait rétabli la paix et la sécurité, d'accord ? Et en même temps, il avait rétabli du coup la possibilité de circuler dans toutes les estampes d'Hiroshige qui montrent toutes les étapes des chemins qui sont des merveilles d'art graphique. Et bien, justement, on pouvait à nouveau circuler en sécurité dans le Japon, et les gens s'empressaient de redécouvrir leur pays où on ne se faisait plus trancher la gorge dès qu'on faisait 50 mètres. Bon. Et en même temps, un quartier où là, tout était permis, on pouvait faire de la création. Là. Ça a tenu 200, 250 ans. Et puis à la fin, il y a eu des seigneurs, malgré tout, qui en avaient marre, qui ont cherché à commercer avec les Russes, avec ci, avec ça. Donc il y avait de la tension sociale et de la contestation sociale qui a commencé à poindre de plus en plus fortement. Et puis surtout, ils ont pu laisser entrer un certain nombre de biens et de produits, mais ils n'ont pas laissé entrer les armements en particulier, donc le Japon a pris du retard. Puis un jour, les Américains, le Commodore Perry en 1853 est arrivé, il a tiré 3 coups de canon, le shogunat s'est effondré, le Japon s'est ouvert. Bon. Donc, il y a évidemment une scansion entre ouverture, fermeture, etc. On peut créer de manière abstraite, et il y a encore des populations en Amazonie, etc., qui n'ont pratiquement aucun contact avec l'étranger, mais au bout d'un moment, ça va mal. Et si vous prenez par exemple la pensée de Lévi-Strauss sur les sociétés d'entristes tropiques ou tout ce qu'il a pu étudier, en particulier sur les sociétés primitives en Amazonie, il était embêté parce qu'il sentait bien qu'au départ, il pensait que la culture était vraiment
une culture, bon voilà, qu'il y avait des cultures autonomes, etc. Puis ensuite, il a dérivé vers l'idée que la culture se faisait dans un rapport justement avec l'extérieur, parfois qui était rejeté et nié et inconnu, mais qui existait quand même. Et bon, et c'est pas facile à gérer intellectuellement, politiquement ou économiquement cette situation. Et à long terme, sauf dans des cas extrêmement particulier aujourd'hui, il ne reste plus que quelques peuplades, ça représente 0,0001% de l'espèce humaine, eh bien, il y a du brassage, et ce brassage, il est facteur de fertilité, mais il est également facteur d'instabilité. Et ensuite, la question qu'on doit se poser, c'est le bilan coût-avantage, c'est-à-dire comment faire que finalement les inconvénients ne l'emportent pas sur les avantages, surtout que même quand on est libéral, ce qui est mon cas, libéral assumé et qui ne tremble pas à le dire, hein, eh bien, il faut quand même prendre conscience, parce qu'on fait de la politique, que quand on revient à la discussion initiale, quand on défend un système qui aboutit à des inégalités telles qu'il finit par être contesté dans la violence, eh bien, à la fin, on le paye. C'est-à-dire que cette notion de liberté, ces valeurs de liberté qu'on défend, elles finissent par être rattrapées par la réalité de l'inégalité. Et la devise de la République française est une devise magnifique. Liberté, égalité, fraternité, avec un niveau, je dirais, d'exigence et d'irréalisme de plus en plus grand. Moi, j'adhère à liberté, égalité, fraternité. J'adhère à fond à la liberté. Je considère que l'égalité est le soutien nécessaire de la liberté dans certains cas, à condition qu'elle soit correctement défendue et qu'elle n'empiète pas trop justement sur la liberté individuelle. Et puis la fraternité, ça je dirais c'est le bonus, et ça arrive rarement. Mais bon, ça peut arriver. Voilà. Si j'extrapole, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de la France, parlons également de l'organisation, alors internationale ou non, on ne sait plus trop ce que c'est devenu un oujni maintenant, mais l'organisation, disons, la plus prégnante en France, qui est l'Union européenne. Comment est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais comment est-ce que vous inscrivez l'Union européenne dans cette dynamique historique que vous avez pensée, que vous continuez à penser, donc c'est-à-dire à la fois où est-ce qu'elle se place, et en même temps, à quoi finira-t-elle par aboutir? Parce que vous avez signé notre pétition prônant l'organisation d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc c'est que vous avez déjà au moins un minimum réfléchi à la question. Ben, j'espère, oui. Donc, je pense que l'Union européenne est foutue, quoi, dans sa forme actuelle. Hein. Pour être clair, net et précis. Je fais souvent référence au cadavre de la mère d'Anthony Perkins dans Psychose, le film d'Hitchcock. C'est-à-dire qu'elle est morte, mais les gens, ils ont pas encore, les européistes n'ont pas encore compris qu'elle était morte. Donc ils défendent un cadavre, quoi. Donc ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors il faut prendre les choses très terre à terre et dès l'origine. Ça ne fonctionne pas parce que ça a été conçu par des petits malins, du genre Monet, etc., qui finalement méprisaient le peuple et qui pensaient qu'ils allaient vendre leur projet politique en vendant d'abord l'économie. Vous voyez? Mais ils n'ont pas vu que l'économie, c'était aussi un vecteur d'affrontement. Un vecteur, ils étaient naïfs. Ils auraient dû lire un peu plus Thucydide ou Marx. L'économie, c'est pas que des gens qui coopèrent entre eux, c'est pas que le commerce, le doux commerce de Montesquieu, quoi. Et donc, à partir du moment où vous voulez vendre un projet politique derrière l'économie, en réalité, les forces économiques et d'affrontement économique vont vous rattraper, vont miner progressivement votre système, parce qu'ils ont voulu justement masquer leur vrai projet politique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je parle souvent il faut être germano-réaliste. C'est comme climato-réaliste, etc. C'est-à-dire que, l'une des grandes erreurs de la classe dirigeante française, ça a été de croire, finalement, et là je pense que c'est l'origine du problème en France, que les Allemands, finalement, étaient des gentils garçons, qu'ils étaient pour l'Europe. Mais les Allemands, ils jouent leur jeu en Europe. Il y a des tas de cas, on l'a vu récemment pour les équipements, les choix militaires, etc., où ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne sont pas du tout pro-européens, ils sont très, très, très pro-germaniques. Bon. Et il y a une grande naïveté de la classe dirigeante française vis-à-vis de ça, et que moi, alors il faut toujours se garder des interprétations psychologiques dans les faits historiques et collectifs, mais je pense que le traumatisme de la défaite de 1940 a fait que tous les gens qui ont pensé ce système dans les années 60, d'accord, les inspecteurs des finances français, tous ceux qui ont mis en place ce système, dans lequel on vit, et dont Macron est un sinistre rejeton,
eh bien, c'est des gens qui avaient été qui, d'une certaine manière, ont voulu montrer qu'ils seraient meilleurs que leurs parents, qui s'étaient fait botter le cul en 40, bon, et donc qui avaient lamentablement échoué face à l'Allemagne, et que on ferait mieux que les Allemands, on aurait un franc plus fort que le mark, on va pouvoir relever le gant sur justement le taux de change, le franc fort, etc. Mais quelque part, c'était une espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis des Allemands qui a ressurgi d'une génération à l'autre et qui a mal ressurgi. Donc ils ont accepté des règles de fonctionnement de l'Europe avec un franc fort, avec l'euro, etc., qui est quand même la clé du système, qui ont laminé notre industrie. Donc du coup, ça a dû conduire à des déficits publics pour contrebalancer, dans le cadre du territoire ethnique français, justement, cette situation. Et on a eu une montée des déficits partout, voilà, qui est très difficile à juguler. Et on arrive, puis en plus, comme évidemment, ce n'était pas partagé par tous et que c'était imparfait, il y a eu très vite des forces de rappel, il n'y a pas un vrai marché des capitaux, il n'y a pas un vrai taux d'intérêt unique, il n'y a pas une vraie, quand vous creuser dans certains domaines particuliers, la médecine, la pharmacie, les ventes aux enchères ou n'importe quoi, vous vous rendez compte qu'en réalité les règles protectionnistes sont encore très très prégnantes dans le fonctionnement concret des différents secteurs de l'économie en Europe. Donc ça ne marche pas, c'est hypocrite, c'est contre-productif du point de vue monétaire, et donc on se replace dans la séquence traditionnelle qu'on observe en économie et en politique, c'est-à-dire que vous avez au départ une crise monétaire du fait de l'inflation, on émet trop de signes de monnaie parce que on veut justement limiter les plaies sociales et politiques, donc on fait de l'inflation par l'émission de monnaie. Cette inflation progressivement se transmet à la hausse des prix et puis crée des phénomènes de pyramide de Ponzi et de surinvestissement dans certains secteurs, des phénomènes spéculatifs autour d'actions, maintenant ça va être les crypto-monnaies, ou ça a été en 2008 les subprimes, etc. Donc ça aboutit à l'inflation, de la véritable inflation et des phénomènes de dérives spéculatives. Un jour, les dérives spéculatives s'effondrent parce qu'il se passe n'importe quoi, hein, les gens prennent peur, et puis c'est ensuite les anticipations irrationnelles ou irrationnelles, donc ça s'effondre, puis ensuite ça se transmet à l'économie, les entreprises font faillite, et puis à la politique, les gens gueulent, et ça se transmet en révolution. Bon, donc on est dans ce circuit-là, la contamination du monétaire au financier, ensuite à l'économique, au politique, se fait progressivement, plus sur le mode de la ramification d'un cancer que d'une vraie crise brutale. Ça a changé un peu de dynamique, mais le fond de l'affaire, le fond du problème est toujours présent. Donc l'Union européenne, elle s'inscrit dans cette situation-là. Elle est en pleine crise, en pleine panade monétaire, d'accord ? La panade financière a bien commencé, et puis la panade politique et la panade économique, là, a commencé à s'engager. Donc c'est pour ça, pour revenir sur le calendrier de l'effondrement final, je pense qu'on s'en rapproche, parce que quand ensuite ça touche vraiment l'économie, je dirais, réelle, entre guillemets, les entreprises, avec une baisse de la production et des faillites en cascade, ensuite ça va très vite du point de vue économique, parce qu'il y a des troubles dans les rues, quoi. Donc Union européenne, heure du décès, on peut déjà préparer le document. Ça ne va pas durer très longtemps, je pense non plus. Voilà. Serge Federbusch, merci pour votre venue sur notre plateau. J'invite tous nos téléspectateurs, s'ils ont apprécié cette émission, à regarder nos autres formats, non seulement celui Franc-Parler, mais également toutes nos autres émissions. D'autres sont à venir, bien entendu, nous ne chômons pas. Je vous invite évidemment à aimer, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.